L'énergie. Comprendre l'énergie. C'est comprendre le corps et l'esprit en même temps, la même chose. Et comprendre l'énergie est le guide fondamental, le guide essentiel pour vous. Imaginez qu'un homme entre dans une salle du Congrès des États-Unis. Ce n'est pas un politicien, ce n'est pas un lobbyiste, il ne porte pas une mallette pleine de promesses, ni de chiffres fabriqués pour impressionner quiconque. Il porte 50 ans de recherche. Il porte plus de 50 livres publiés dans des douzaines de langues. Il porte le soutien du Smithsonian Institution, le musée le plus important du monde, qui vient d'inaugurer une collection permanente à son nom. Il porte la reconnaissance officielle du propre Congrès, auquel il s'adresse maintenant. Il parle pendant des heures, il dit ce qu'il sait, ce qu'il a étudié, ce qu'il a documenté, ce qu'il a vu fonctionner sur des milliers de personnes pendant un demi-siècle. Et ensuite, il se passe quelque chose qui définit exactement dans quel type de monde nous vivons. La presse ne couvre pas la présentation, les documents ne circulent pas, les médias qui auraient en caisse pu porter ce message à des millions de foyers décident de ne pas le faire. Le système médical qui aurait dû répondre à chacun de ces arguments continue de fonctionner exactement comme avant. Comme si cet homme n'était jamais entré dans cette salle. Comme si ces mots n'avaient jamais été prononcés. Comme si cette connaissance n'avait jamais existé. Son nom était Mikio Kushi. Et ce qu'il a révélé dans cette salle du Congrès des États-Unis en 1999 n'était pas une théorie, ce n'était pas une opinion. C'était le résultat d'une vie entière, étudiant quelque chose que les civilisations les plus anciennes du monde ont compris il y a des milliers d'années, et que le système médical occidental enterre activement depuis des décennies, parce que son existence menace l'un des commerces les plus rentables de l'histoire de l'humanité. L'énergie qui vous rend vivant et comment cette énergie, quand elle coule librement, produit la santé. Quand elle se bloque, elle produit la maladie. Quand elle est détruite, elle produit la mort. Aujourd'hui, vous allez entendre ce qu'il a dit dans cette salle. Pas la version adoucie, pas la version académique filtrée par les intérêts du système. La version complète, celle qu'ils ont réduite au silence. Celle qui attend depuis des décennies d'arriver aux oreilles de personnes qui sont prêtes à l'écouter. Restez jusqu'à la fin. Parce que ce que vous êtes sur le point d'entendre ne va pas seulement changer la manière dont vous comprenez votre corps. Cela va changer la manière dont vous comprenez tout ce qu'on vous a dit sur lui durant toute votre vie. Pour comprendre le poids de ce que Kushi a révélé, vous devez d'abord comprendre qui était cet homme. Car si vous ne comprenez pas d'où il venait, vous ne pouvez pas comprendre pourquoi ce qu'il disait était si dangereux pour le système. Michio Kushi est né le 17 mai 1926 à Wakayama, au cœur du Japon central. Il a grandi dans une famille de tradition académique, entouré de livres et de débats intellectuels. Et ensuite est arrivée la guerre. À 16 ans, le Japon est entré dans la Seconde Guerre mondiale. Kushi étudiait à l'université de Tokyo, tandis que de vastes zones de la ville étaient réduites en décombres par les bombardements alliés. La moitié de ses camarades de classe sont morts quand le navire dans lequel il voyageait vers Okinawa a été coulé. Lui a survécu parce qu'il est resté à Kyushu, à moins d'une heure de Nagasaki. Le 6 août 1945, les communications avec Hiroshima ont cessé d'un coup. 2 jours plus tard, celles de Nagasaki ont cessé. Kushi avait 19 ans et venait d'être témoin de la première fois dans l'histoire qu'une arme nucléaire fut utilisée contre des êtres humains. 2 villes, 200 000 personnes mortes en quelques secondes. Un homme qui a grandi en voyant cela ne développe pas une relation normale avec la mort, avec la maladie, ni avec la fragilité du corps humain. Kushi a émergé de la guerre avec une question qui l'occuperait durant le reste de sa vie. Pourquoi l'humanité se détruit-elle elle-même? Y a-t-il quelque chose dans la manière dont nous vivons, dans ce que nous mangeons, dans comment nous traitons l'énergie qui nous anime, qui puisse changer cette tendance vers l'autodestruction? Cette question l'a mené à étudier la philosophie politique à l'université de Tokyo. Elle l'a mené à entrer en contact avec le philosophe japonais George Osawa, qui serait son maître, et qui l'a introduit à l'étude de la macrobiotique et de la médecine énergétique orientale. Et en 1949, elle l'a mené aux États-Unis pour participer à un congrès de la Fédération mondiale de l'Organisation des Nations Unies.
Il est arrivé avec une valise et l'intention de rester quelques mois. Il n'est jamais reparti. Durant les décennies suivantes, Cauchy a construit sur le sol américain une œuvre qui changerait silencieusement la manière dont des millions de personnes dans le monde occidental pensaient l'alimentation, la santé et la nature du corps humain. Il a fondé l'Institut Cauchy dans le Massachusetts, qui est devenu l'un des centres de référence mondiaux pour la macrobiotique et la médecine naturelle. Il a écrit plus de 50 livres, traduits dans des douzaines de langues et vendus dans plus de 30 pays. Il a donné des conférences devant l'Organisation mondiale de la santé, les Nations unies et des gouvernements de 4 continents. Il fut pionnier pour introduire les aliments complets, le tofu, le miso, le tempeh et les céréales biologiques sur le marché nord-américain, à une époque où la majorité des Américains n'avaient jamais entendu ces mots. En 1998, le Musée national d'histoire américaine de l'institution Smithsonian a inauguré une collection permanente à son nom. Elle s'appelle la collection macrobiotique Michio et Aveline Cauchy, et elle existe jusqu'à aujourd'hui dans les archives centrales du Smithsonian. Le Smithsonian ne dédie pas de collection permanente à des personnes sans héritage vérifiable et durable. Cette collection est une déclaration institutionnelle que l'œuvre de Cauchy fait partie de l'histoire culturelle des États-Unis. En 1999, il a été mentionné officiellement dans le registre du Congrès des États-Unis, en reconnaissance de son dévouement et de son travail pour éduquer le monde sur les bénéfices du régime et du style de vie macrobiotique. Cette même année, il a comparu devant cette même institution. Et ce qu'il a dit est exactement ce que le système préférait que personne n'entende. Cauchy a commencé sa présentation avec quelque chose qui semble trompeusement simple, mais qui détruit complètement le fondement de la médecine occidentale moderne, si l'on y réfléchit jusqu'à ses conséquences logiques. On nous a dit que le monde est solide, que votre corps, cette chaise, cet air, sont faits de matière, de petites particules unies entre elles, comme des briques microscopiques. C'est ce que vous avez appris à l'école. C'est ce que les livres de science vous ont enseigné. Et durant toute votre vie, vous avez agi en conséquence, traitant votre corps comme une machine de pièces qui tombent en panne et qui se réparent en remplaçant les pièces endommagées. Pilule pour le mal de tête, chirurgie pour la tumeur, médicaments à vie pour la pression artérielle, intervention pour le cœur, partie en panne, réparation, facture. Mais Cauchy signalait quelque chose que la physique du XXe siècle avait déjà démontré avec une certitude absolue et que personne n'avait osé mener jusqu'à ses conséquences médicales complètes. La matière solide, telle que nous la comprenons, n'existe pas. Quand les physiciens ont pris l'atome et l'ont analysé en détail, ils ont trouvé l'électron. Quand ils ont analysé l'électron encore plus profondément, ils ont trouvé quelque chose de perturbant. L'électron n'a pas de position fixe dans l'espace. Ce n'est pas une particule stable qui existe dans un lieu déterminé. C'est un nuage de probabilité, une masse d'ondes énergétiques qui clignote à l'intérieur et à l'extérieur de l'existence, qui apparaît et disparaît, qui existe comme possibilité avant d'être observé et qui s'effondre dans une position spécifique seulement au moment où quelque chose ou quelqu'un interagit avec lui. En d'autres termes, ce que nous appelons matière solide est de l'énergie en constant mouvement. Énergie qui entre et sort. Énergie qui se convertit en masse et masse qui se convertit en énergie. Il n'existe aucune frontière fixe entre ce que nous appelons matière et ce que nous appelons énergie. Ce sont le même phénomène dans des états différents. Einstein l'a formulé avec son équation la plus célèbre des décennies avant. L'énergie est égale à la masse multipliée par la vitesse de la lumière au carré. La masse et l'énergie sont la même chose exprimée de manière différente. Ce n'est pas une métaphore. C'est de la physique vérifiée dans des laboratoires du monde entier durant le dernier siècle. C'est le fondement sur lequel ont été construites la technologie nucléaire, l'imagerie par résonance magnétique, les semi-conducteurs qui font fonctionner le téléphone dans votre poche. La science occidentale accepte cela complètement au niveau théorique, et ensuite elle sort du laboratoire et traite le corps humain exactement comme il y a 200 ans, comme une machine de pièces solides. Cauchy pointait cette contradiction du doigt devant la salle du Congrès. En Occident, la compréhension que tout est énergie est enfermée dans des équations,
dans des salles de classe universitaires, dans des articles de physique théorique que personne ne traduit en implications médicales réelles. Les étudiants apprennent la formule d'Einstein, réussissent l'examen et sortent dans le monde pour traiter les corps exactement comme avant. En Orient, il s'est passé quelque chose de complètement différent. Il y a 4000 ans, bien avant qu'Einstein ne naisse, et bien avant que les physiciens quantiques ne décrivent l'électron, les cultures orientales ont développé un système complet pour comprendre, mesurer et corriger le flux énergétique dans le corps humain. Non comme abstraction théorique, comme pratique médicale appliquée qui produisait des résultats vérifiables sur des patients réels. Ils l'ont appelé Ki en japonais, Chi en chinois, Prana en sanskrit, Mana dans les cultures polynésiennes. Différents mots dans différentes langues pour le même concept fondamental. L'énergie vitale qui anime le corps et qui, quand elle coule correctement à travers ses canaux naturels, produit santé, vitalité et clarté mentale. Quand elle se déséquilibre, elle produit malaise et symptômes. Quand elle stagne, elle produit une maladie chronique. Quand elle se coupe complètement, elle produit la mort. Cauchy signalait quelque chose que ses auditeurs occidentaux trouvaient difficile à traiter au début. Ces cultures ne sont pas arrivées à ce concept par accident ni par superstition. Elles y sont arrivées en observant le corps avec une minutie que la médecine occidentale moderne, avec toute sa technologie, n'a pas encore complètement dépassée dans certains aspects. Les acupuncteurs chinois ont identifié il y a 4000 ans un réseau de méridiens énergétiques dans le corps humain. Des canaux par où le Qi circule de manière spécifique et prévisible. Ils ont identifié plus de 360 points d'acupuncture, où ces méridiens sont spécialement accessibles pour être influencés de l'extérieur. Durant des décennies, la médecine occidentale a écarté ces méridiens comme étant de la fantaisie, parce qu'ils ne pouvaient être vus dans aucune dissection anatomique. Ensuite, les physiciens bioélectriques ont mesuré la résistance électrique de la peau, au point que les acupuncteurs avaient déjà marqué et ont trouvé quelque chose qu'ils n'attendaient pas. Ces points spécifiques ont une conductivité électrique mesurablement différente du tissu environnant. Quelque chose existe là, non dans l'anatomie des parties solides, dans le champ énergétique du corps. Le mot japonais pour maladie, byoki, signifie littéralement « qui hors d'ordre », qui désorganisé, pas une bactérie envahissante, pas un gène défectueux, qui hors d'ordre. La langue elle-même porte codifiée une compréhension du corps complètement différente de celle que l'Occident enseigne. La folie, en japonais, s'appelle kyoki, ki chaotique, pas un déséquilibre de neurotransmetteurs, ki chaotique. Une langue qui a 4000 ans de description de l'expérience humaine a distillé dans ces deux mots quelque chose que les psychiatres modernes essaient encore de capturer avec des diagnostics de plusieurs pages et des médicaments qui fonctionnent dans certains cas et dans d'autres, non. Et les guérisseurs orientaux, qui ont développé cette compréhension, ne l'ont pas enfermé dans des théories. Ils l'ont converti en outils. Les aiguilles d'acupuncture placées sur des points spécifiques des méridiens régulent le flux du Qi. Quand il y a un excès d'énergie dans une zone du corps, les aiguilles le réduisent. Quand il y a insuffisance, elles l'augmentent. Quand il y a stagnation, elles le mobilisent. Le principe est exactement le même qu'un électricien utilise quand il régule le flux de courant dans un circuit. La différence est que le circuit est le corps humain, et le courant est l'énergie qui l'anime. Le shiatsu, la pression appliquée avec les pouces sur des points spécifiques, agit sur les mêmes principes. Ce n'est pas simplement de la relaxation musculaire, c'est de l'ingénierie du flux énergétique et les résultats qu'il produit dans des conditions que la médecine conventionnelle traite avec des médicaments à vie, depuis les douleurs chroniques jusqu'aux problèmes digestifs, depuis l'anxiété jusqu'à l'insomnie, sont suffisamment consistants pour que la Chine, le Japon et la Corée les aient intégrés dans leur système de santé publique aux côtés de la médecine occidentale. Cauchy demandait devant le Congrès si ces outils produisent depuis 4000 ans des résultats vérifiables sur des centaines de millions de personnes. Pourquoi le système médical occidental les traite-t-il encore comme une médecine alternative de seconde catégorie au lieu de comme ce qu'ils sont, de la physique appliquée au corps humain? La réponse qu'il n'a pas dite à voix haute, mais qui flottait dans l'air de cette salle, était évidente pour quiconque réfléchissait 2 secondes, parce qu'une aiguille d'acupuncture n'a pas de brevet.
Il n'y a pas moyen de gagner 1 milliard de dollars en vendant des compresses de gingembre. Il n'existe pas de monopole possible sur la respiration consciente, ni sur les céréales complètes. Le système qui génère des milliers de milliards de dollars annuels dans la vente de traitements pour les maladies chroniques n'a aucune incitation économique à ce que ses patients apprennent à réguler leur propre champ énergétique. Mais Cauchy ne s'en tenait pas à la théorie des méridiens. Ce qui rendait sa présentation véritablement inconfortable pour ceux qui l'écoutaient à Washington, c'était qu'il commençait à signaler des menaces concrètes et quotidiennes au champ énergétique. Des menaces que le système non seulement ne signalait pas, mais que dans certains cas, il promouvait activement. La première était la nourriture. Cauchy enseignait quelque chose que la science nutritionnelle conventionnelle n'a pas encore traité complètement dans ses conséquences les plus profondes, que les aliments ne sont pas seulement des combinaisons de macronutriments, vitamines et minéraux. Ce sont des signaux énergétiques qui programment le champ qui vous compose. Et ce signal inclut l'histoire énergétique de ce que fut cet aliment avant d'arriver dans votre assiette. Quand vous mangez de la viande d'un animal qui a vécu dans des conditions de stress chronique, dans un système de production industrielle, entassé, sans contact avec la nature, soumis à des procédures conçues pour maximiser la production sans aucune considération pour son bien-être, vous n'ingérez pas seulement les protéines et les graisses de cet animal. Vous ingérez l'énergie de ce stress accumulé durant toute sa vie, l'énergie de cette peur constante, l'énergie de ce système nerveux chroniquement activé. La science conventionnelle arrive à une conclusion partiellement similaire, depuis un angle différent. Les régimes riches en viande transformée sont associés à des taux plus élevés d'inflammation systémique, de maladies cardiovasculaires et de certains types de cancers. Les médecins l'expliquent avec le cholestérol, avec les graisses saturées, avec les processus biochimiques d'inflammation. Cauchy l'expliquait avec l'énergie de l'animal, deux langages radicalement différents pour arriver à une zone de chevauchement significative dans leurs conclusions pratiques. Mais Cauchy allait au-delà de là où arrive la nutrition conventionnelle. Il parlait de l'énergie spécifique de chaque type d'aliment en relation avec le champ du corps humain. Les céréales complètes, qui ont été la base de l'alimentation humaine durant la majeure partie des 10 000 dernières années, ont une énergie qu'il décrivait comme 130, stabilisatrice, connectant avec la Terre et avec le rythme naturel. Ce n'est pas un hasard si toutes les civilisations qui ont développé culture et philosophie durant des millénaires avaient un grain sacré au centre de leur régime. Le blé en Méditerranée, le riz en Asie, le maïs en Mésoamérique, le millet en Afrique. Ce n'était pas seulement de l'économie, c'était de l'énergie. Les algues marines que Cauchy a introduites massivement en Occident et que nous trouvons aujourd'hui dans les supermarchés du monde entier sont les organismes les plus riches en minéraux de la planète. Elles croissent en absorbant directement de l'eau de l'océan, une concentration de nutriments qu'aucune plante terrestre ne peut égaler. Cauchy les décrivait comme l'aliment qui connecte le champ du corps avec le champ de l'océan, avec la source originelle de la vie sur cette planète. Et face à tout cela, le sucre raffiné, les céréales transformées et blanchies, les huiles hydrogénées, les aliments ultra transformés avec des listes d'ingrédients qu'aucun être humain ne peut prononcer, et le micro-ondes. Sur le micro-ondes, Cauchy était spécifique et catégorique d'une manière qui rendait la salle mal à l'aise, car c'était un appareil qui était déjà dans presque tous les foyers américains quand il parlait. Le micro-ondes cuit les aliments en les bombardant avec une radiation électromagnétique qui fait vibrer les molécules d'eau jusqu'à les chauffer. Cela sonne technique et inoffensif jusqu'à ce que vous l'unissiez au principe énergétique que Cauchy enseignait. Si les aliments sont des signaux énergétiques qui programment votre champ, alors altérer leur structure moléculaire avant de les ingérer a des conséquences qui vont bien au-delà du contenu calorique. Vous recevez un signal énergétiquement dégradé, et vous le faites plusieurs fois par jour, tous les jours, pendant des années. Des études ultérieures confirmeraient que le chauffage au micro-ondes réduit significativement certains nutriments et altère certaines protéines de manière que la cuisson conventionnelle ne produit pas. La recherche dans ce domaine a été, curieusement, rare pour être un appareil présent dans presque tous les foyers de la planète. Cette rareté de recherche est aussi une donnée. La seconde menace que Cauchy signalait était les mots.
Et c'est là que sa présentation devenait plus perturbante pour ceux qui attendaient seulement de la nutrition et de la physique quantique basique. Les mots sont des vibrations. Les sons sont des ondes d'énergie qui se propagent dans l'espace et qui, quand elles arrivent à votre corps, interagissent avec le champ énergétique qui vous compose. Ce n'est pas une métaphore mystique. C'est de la physique ondulatoire basique que n'importe quel livre de physique élémentaire décrit. Mais Cauchy menait ce principe à un endroit où la science conventionnelle résiste encore à aller complètement. Si les mots sont des vibrations énergétiques et que votre corps est un champ énergétique, alors les mots que vous écoutez, ceux que vous vous dites à vous-même et ceux que les autres vous disent, laissent une empreinte réelle dans ce champ. L'effet placebo était la démonstration la plus documentée de ce principe dans la littérature médicale conventionnelle. Une pilule de sucre, sans aucun principe actif pharmacologique, réduit la douleur de manière mesurable, fait baisser la pression artérielle de manière vérifiable, accélère même la récupération post-opératoire, de manière que la pharmacologie ne peut expliquer quand le médecin dit au patient avec conviction que c'est un médicament puissant. Ce n'est pas le composé chimique qui produit l'effet. Ce sont les mots du médecin. C'est la vibration de la certitude transmise d'un champ à un autre. L'effet nocebo est l'image spéculaire du placebo, et il est encore plus inconfortable pour le système médical parce qu'il implique quelque chose que personne ne veut dire à voix haute dans une consultation médicale. Que les médecins qui parlent avec peur à leurs patients, qui décrivent donc des diagnostics avec un langage catastrophique, qui utilisent des mots qui activent le système de menace du patient, endommagent activement leur champ énergétique, non avec la médication, avec les mots. Cauchy demandait devant le Congrès: si nous savons que les mots ont des effets biologiques mesurables et vérifiés sur les corps des personnes, pourquoi aucune école de médecine du monde n'enseigne systématiquement aux médecins à utiliser leurs mots comme des outils de guérison au lieu de comme des mécanismes involontaires de dommage? La réponse que personne dans cette salle ne pouvait donner avec aisance restait la même. Il n'y a pas de brevet sur les mots corrects. Il n'y a pas moyen d'empacter et de vendre la vibration de la certitude et de la compassion. Voici l'argument le plus scientifiquement solide de toute l'œuvre de Cauchy, celui que personne n'attendait que la science moderne aille confirmer de manière si catégorique, et celui qui change absolument tout sur la manière dont nous comprenons non seulement la santé, mais l'identité elle-même, l'héritage énergétique. Cauchy enseignait que derrière chaque personne, il y a une chaîne d'énergie qui la précède. Les traumatismes, les peurs, les maladies et les modèles de ses ancêtres ne sont pas enterrés dans le passé. Ils sont actifs dans le champ énergétique que vous avez hérité. Quand vous écoutiez cela dans les années 80 ou 90, cela sonnait comme du mysticisme oriental de difficile vérification. Et puis est arrivée l'épigénétique, et elle a tout changé. L'épigénétique est le champ de la biologie qui étudie comment les facteurs environnementaux, les expériences vécues, les traumatismes subis, modifient la manière dont les gènes s'expriment sans changer le code génétique en soi. Et ce qu'elle a découvert dans les dernières décennies est l'une des révélations les plus perturbantes de toute la biologie moderne. Rachel Yehuda, directrice de la division des études de stress traumatique de l'école de médecine Mount Sinai à New York, a passé des décennies à étudier quelque chose qui au début semblait impossible. Les enfants et les petits-enfants de survivants de l'Holocauste, des personnes qui n'ont jamais été dans aucun camp de concentration, qui ont grandi dans des conditions normales et, dans de nombreux cas, dans des foyers stables et sûrs, montrant des altérations mesurables dans l'expression du gène associé à la régulation du cortisol, l'hormone du stress. Leur système de réponse au stress fonctionnait de manière biologiquement différente de celui de personnes d'origine similaire, dont les familles n'étaient pas passées par l'Holocauste. Le traumatisme de leurs grands-parents avait laissé une marque chimique sur leur ADN, pas une mutation génétique, une marque épigénétique qui modifiait comment certains gènes s'activaient ou se réduisaient au silence. Et cette marque avait traversé des générations qui n'avaient jamais vécu le traumatisme originel. Une étude publiée dans Scientific Reports a analysé 3 générations de réfugiés dans des conditions de traumatisme sévères. Les enfants présentaient des marques épigénétiques
hérités de leur grand-mère et de leur mère, en plus de signes de vieillissement biologique accéléré qui ne pouvaient s'expliquer par leurs propres expériences de vie, souffrances transmises à travers l'ADN, sans que celui qui le porte ait vécu cette souffrance à la première personne. Et l'épigénétique ne transmet pas seulement le traumatisme, elle transmet aussi la peur apprise. Des chercheurs ont conditionné des rats pour qu'ils développent une réponse de peur face à une odeur spécifique au moyen de chocs électriques. Quand ces rats ont eu une descendance, leurs petits ont montré la même réponse de peur face à cette odeur, sans avoir reçu aucun choc, sans avoir eu aucune expérience négative avec ce stimulus. Ils avaient hérité de la peur de leurs parents au niveau biologique, pas culturellement, biologiquement. C'est ce que Cauchy enseignait des décennies avant que l'épigénétique n'ait ce nom. Que les maladies, les peurs et les fardeaux de vos ancêtres parcourent à votre sang en ce moment même. Que la douleur inachevée de ceux qui vous ont précédés n'est pas enterrée dans le passé, mais active dans votre biologie présente. La science est arrivée au même endroit par un autre chemin, et elle est allée si loin que dans des études publiées ces dernières années, il existe déjà des preuves de transmission épigénétique vérifiables jusqu'à la 3e génération dans des mécanismes spécifiques et possiblement au-delà. Ce qui signifie quelque chose que le système médical conventionnel ne sait pas encore comment traiter dans ses protocoles de traitement. Qu'une partie de ce que vous vivez dans votre corps et dans votre esprit n'est pas à vous. C'est l'écho de ce qu'ont vécu des personnes qui sont mortes avant que vous ne naissiez, et que le chemin vers la santé complète peut requérir de guérir non seulement ce qui vous est arrivé à vous, mais ce qui leur est arrivé à eux. Cauchy a présenté devant le Congrès non seulement la théorie énergétique, il a présenté des cas. Le plus documenté et vérifié est celui du docteur Anthony Satillaro, médecin américain diagnostiqué à 49 ans avec un cancer de la prostate avec métastases multiples dans les os. On l'a opéré. Le cancer a continué. On lui a donné entre 6 et 7 mois de vie. Un jour, en conduisant au retour des funérailles de son père, qui est aussi mort du cancer, il a pris 2 autostoppeurs. L'un d'eux lui a parlé de la macrobiotique. Satillaro était un médecin formé dans la tradition occidentale. Son premier instinct fut le scepticisme. Mais quand vous avez 6 mois de vie et que les options que vous connaissez ne fonctionnent pas, le scepticisme est un luxe que vous ne pouvez pas vous permettre. Il a suivi le régime que Cauchy enseignait. Céréales complètes, légumes de saison, algues marines, sans viande, sans sucre, sans produits laitiers, sans aliments transformés. Les études de suivi à 1 an et à 4 ans du diagnostic ont révélé une résolution complète des lésions osseuses métastatiques. Le cancer avait disparu. Il a tout documenté. L'histoire a été publiée dans le Saturday Evening Post en août 1981 et dans Life Magazine en août 1982. Le livre qu'il a écrit sur sa récupération fut celui qui a mené le docteur Satillaro à adopter la macrobiotique et à changer la manière dont des milliers de personnes ont approché leur propre maladie. Le cas de John Kohler, professeur de musique universitaire diagnostiqué avec un cancer du pancréas, l'un des cancers avec le pire pronostic connu, qui a documenté sa récupération au moyen de la macrobiotique, dans un livre publié en 1979, 1 an avant le cas Satillaro. Un cas après l'autre, documenté, publié, vérifiable. Une étude qui a analysé des patients atteints de cancer de la prostate ayant suivi des recommandations macrobiotiques a trouvé une survie moyenne de 81 mois comparée à 45 mois dans les groupes de contrôle. Presque le double du temps de survie, avec un outil qui n'a pas de brevet, ne requiert pas d'hospitalisation et ne génère aucun revenu pour l'industrie pharmaceutique. Cauchy a présenté ce type de preuve devant le Congrès des États-Unis. Et la réponse fut le silence institutionnel, pas une réfutation scientifique rigoureuse. Pas un programme de recherche conçu pour répliquer ou falsifier ces résultats, avec les ressources que mérite une question de cette importance. Silence. Ce silence, en soi, est l'une des données les plus révélatrices de toute l'affaire. Cauchy dessinait aussi une carte de l'être humain que ses auditeurs à Washington trouvaient profondément inconfortable. Et avec raison. Il décrivait une hiérarchie de développement que les philosophies orientales enseignent depuis des siècles,
mais que l'Occident a écarté quand il a décidé que la seule réalité valide était celle qui pouvait se mesurer avec des instruments physiques. À la base de cette hiérarchie se trouve la bête, l'être dominé complètement par les instincts de survie, par la peur, par l'appétit, par les réactions automatiques qui ne passent par aucun processus conscient. Ce n'est pas un jugement moral. C'est une description fonctionnelle d'un état où le ki coule seulement dans les modèles les plus basiques et les plus primitifs. Au-dessus se trouve l'esclave, une personne qui vit à l'intérieur des structures que d'autres ont conçues, qui obéit sans questionner parce qu'elle ne s'est jamais demandé pourquoi elle obéit, qui confond les règles du système avec les lois de la nature. Ensuite, l'homme commun. Il croit qu'il est libre, il a des opinions, il prend des décisions, il vote. Il consomme. Mais si vous observez de près ces décisions, vous trouverez que la majorité était déjà écrite avant qu'il ne les pense. Par le système éducatif qu'il a formé depuis ses 6 ans. Par les médias qui absorbent son attention pendant des heures par jour. Par la publicité qui modèle ses désirs avant qu'il ne sache qu'il les a. Par le système médical qui définit ce que signifie être sain et ce que signifie être malade. L'homme commun sent qu'il choisit mais ne le fait presque jamais véritablement. Ensuite viennent les sages et les saints. Des personnes qui ont développé une relation authentique avec quelque chose de plus profond que les conditionnements, qui vivent depuis un centre intérieur plus stable et plus cohérent. Mais Couchy signalait quelque chose que la majorité des traditions ne formulent pas clairement. Le saint a encore une limite. Le saint représente la vertu. Mais dans cette représentation, il y a une séparation subtile et puissante. Le saint est antagonique envers ce qui n'est pas saint. Le saint divise le monde en pur et impur. Et cette division est encore une forme de conflit avec la réalité telle qu'elle est. Au-dessus du saint se trouve ce que Couchy appelait l'homme libre. Libre au sens le plus profond que ce mot puisse avoir. L'être qui a tout intégré, qui embrasse le bon et le mauvais, la lumière et l'ombre, l'ordre et le chaos. Non parce qu'il est indifférent, mais parce qu'il comprend que l'univers les contient tous, sans exception. Et que lutter contre n'importe quelle partie de la réalité est une manière de perdre de l'énergie qui pourrait couler vers la création. Cette hiérarchie perturbait les auditeurs à Washington, pour une raison qui n'avait pas besoin d'être dite à voix haute. Si la majorité des personnes vivent dans les niveaux inférieurs, sans même savoir que ces niveaux existent, sans savoir qu'il y a des niveaux supérieurs auxquels elles peuvent accéder, alors elles sont extraordinairement faciles à contrôler. Un être qui vit au niveau de la bête répond automatiquement à la peur. Il suffit de créer de la peur pour le contrôler. Un être qui vit au niveau de l'esclave suit des instructions. Il suffit de les présenter comme normales pour qu'il les suive. Un être qui vit au niveau de l'homme commun croit que ses décisions sont les siennes. Il suffit de contrôler le flux d'informations qui le nourrit et la connaissance que Couchy enseignait. La connaissance que vous pouvez développer un champ énergétique cohérent et stable qui ne répond pas automatiquement à la peur ni à la manipulation était exactement ce que ce système n'avait aucun intérêt à voir devenir populaire. Alors, que faites-vous de tout cela? Parce que Couchy n'était pas un homme qui laissait son audience avec une théorie intéressante et sans aucun chemin pratique. Si quelque chose définissait son œuvre au long de 50 ans, c'était précisément l'insistance sur le fait que la connaissance de l'énergie a des applications quotidiennes concrètes, que n'importe quelle personne peut commencer à mettre en œuvre dès aujourd'hui sans ressources spéciales, sans équipement coûteux, sans intermédiaire qui facture pour l'accès. La première méthode est la respiration consciente. Couchy recommandait de commencer chaque matin avec plusieurs minutes d'attention délibérée au cycle complet de la respiration. Pas une technique compliquée, ni un système spécifique. Simplement observer l'entrée et la sortie de l'air avec une attention soutenue. Sentir la poitrine s'étendre et se contracter. Sentir l'abdomen monter et descendre. Ce n'est pas juste de la relaxation au sens conventionnel. C'est la manière la plus directe, la plus immédiate et la plus accessible d'entrer en contact avec le flux du ki dans votre propre corps. Chaque inhalation est du ki entrant, chaque exhalation est du ki se libérant. Quand vous le faites consciemment, vous commencez à percevoir le champ que vous êtes,
au lieu de seulement penser depuis lui. La deuxième est la compresse chaude. Cauchy l'a recommandée à tous ses patients et étudiants. Une compresse chaude et humide, préparée avec un tissu en coton trempé, dans de l'eau chaude et essorée. Appliquée sur l'abdomen ou le bas du dos pendant 15 minutes. La chaleur humide pénètre plus profondément que la chaleur sèche et mobilise le qi stagnant avec une efficacité qui surprend celui qui l'essaye pour la première fois. Simple, immédiat, sans effet secondaire, sans brevet, sans possibilité pour aucune pharmaceutique de le monétiser. Exactement le type d'outil que le système tend à ignorer précisément parce qu'il ne peut être contrôlé ni vendu. La troisième méthode est le langage interne. Cauchy insistait sur le fait que les mots que vous vous dites à vous-même durant la journée, cette conversation intérieure constante que la majorité des personnes ne perçoit même pas consciemment, a un effet énergétique réel et cumulatif sur votre champ. Non comme métaphore de développement personnel, mais comme physique appliquée. Si chaque pensée répétée laisse une empreinte dans le champ que vous êtes, si les mots ont des effets biologiques mesurables, comme le placebo et le nocebo le démontrent, alors la conversation que vous entretenez avec vous-même depuis que vous vous réveillez jusqu'à ce que vous vous endormiez est constamment en train de programmer votre biologie dans une direction ou dans une autre. Changer cette conversation n'est pas instantané. Cela requiert une pratique soutenue, mais les effets sont vérifiables. Et les preuves médicales les soutiennent, bien qu'elles ne les formulent pas en termes énergétiques. La quatrième est la nourriture vivante. Cauchy faisait une distinction qu'aucun système de nutrition conventionnel ne fait et qui pourtant a des implications pratiques immédiates. La distinction entre des aliments qui ont une énergie vivante et des aliments qui ont une énergie morte ou dégradée. Les céréales complètes, cuisinées à feu doux et couvercle lourd, qui conservent l'énergie à l'intérieur du grain. Les légumes de saison, de proximité, préférablement cultivés sans produits chimiques, qui interfèrent avec leur champ énergétique. Les aliments fermentés avec des procédés traditionnels, le miso que Cauchy a réintroduit en Occident, la choucroute, le kéfir, les pickles naturels. Les algues marines qui concentrent l'énergie de l'océan, face aux aliments transformés, raffinés, irradiés ou réchauffés au micro-ondes, qui arrivent à votre corps, comme des signaux énergétiques dégradés ou directement nocifs. Cette distinction commence avec le prochain plat que vous préparez. Elle ne requiert aucune ressource spéciale, seulement de l'information et de la décision. La cinquième méthode, et pour Cauchy peut-être la plus transformatrice de toutes, est le travail avec la lignée. La reconnaissance qu'une partie de ce que vous portez dans votre corps et dans votre psychologie n'est pas à vous, originellement. C'est l'écho de ce qu'ont vécu vos parents, vos grands-parents et les générations antérieures. L'épigénétique moderne confirme que ces marques sont biologiquement réelles. La bonne nouvelle que cette même science offre est qu'elles peuvent aussi être transformées. Les marques épigénétiques ne sont pas permanentes. Elles se modifient avec les expériences vécues, avec les changements de style de vie, avec les pratiques qui régulent le système nerveux et le champ énergétique. Le processus commence avec la reconnaissance, avec le fait de nommer ce qui n'est pas à vous, pour pouvoir choisir consciemment quoi faire avec. Michio Cauchy est mort le 28 décembre 2014. Il avait 88 ans. Il est mort d'un cancer du côlon, une maladie que lui-même a liée à des années de voyages intensifs, des horaires d'alimentation irréguliers et la consommation habituelle de produits de farine raffinée durant les pauses, entre ses conférences et consultations. Ses critiques signalent cela comme une contradiction définitive. Ses disciples le lisent comme ce que Cauchy lui-même a décrit, la conséquence documentée de décennies de ne pas suivre ses propres enseignements alors qu'il se consacrait à les enseigner aux autres. Quelle que soit votre lecture de cette donnée, la mort de Cauchy n'invalide pas son œuvre plus que la mort de n'importe quel cardiologue n'invalide la cardiologie qu'il a pratiquée. Ce que Cauchy a laissé est ceci. 50 ans de recherche documentée, plus de 50 livres, une collection permanente au Smithsonian, des milliers d'étudiants et de praticiens dans le monde entier, des cas de récupération de maladies soises graves publiés dans des revues académiques et dans des médias de masse, une présentation devant le Congrès des États-Unis que le système a écouté et choisi de réduire au silence. Non parce qu'il avait tort,
parce qu'il ne l'avait pas. Si la maladie est du qui hors d'ordre et non une erreur dans les pièces de la machine, alors la machine à vendre des réparations de pièces perd son fondement. Si la santé est un champ énergétique que vous pouvez cultiver avec la respiration consciente, la nourriture vivante, des mots choisis et le travail avec la lignée de ce que vous avez hérité, alors le commerce de presque 2000 milliards de dollars annuels qu'est l'industrie pharmaceutique mondiale a un problème existentiel. Si vous êtes plus que le corps solide que vous voyez dans le miroir, si vous êtes un champ d'énergie vibrant avec une histoire qui remonte à des générations en arrière et avec un potentiel qui s'étend vers l'avant de manière que vous ne pouvez pas encore imaginer complètement, alors personne ne peut continuer à vous vendre l'illusion que vous êtes une machine cassée qui a besoin qu'un autre la répare en échange d'argent. Et cet homme qui est entré dans une salle du Congrès en 1999 le savait avec toute clarté. Il savait exactement ce qu'il disait. Il savait exactement ce que cela lui coûterait de le dire. Et il savait que le système ferait exactement ce qu'il a fait. L'ignorer. Il l'a dit quand même. Maintenant, vous êtes là avec cette information devant vous en ce moment. Et la seule question qui reste est la même qu'il a laissée flotter dans cette salle de Washington il y a plus de 25 ans. Allez-vous la laisser mourir une autre fois ou allez-vous commencer à l'utiliser aujourd'hui, avec le prochain plat que vous préparez, avec le prochain mot que vous vous dites quand vous êtes seul, avec la prochaine respiration que vous prenez avec une attention pleine au lieu d'en automatique. La vraie santé n'a jamais été dans aucune pharmacie. Elle a toujours été en vous. Elle l'a toujours été. Si ce message a résonné en quelque chose de profond, ne le gardez pas pour vous. Aimez, abonnez-vous et partagez-le avec quelqu'un qui en a besoin parce que cette connaissance est enterrée depuis trop d'années. À la prochaine.